On va continuer effectivement cette conférence en accueillant Sophie Ricard. Bonjour Sophie, merci d'être parmi nous depuis Saint-Brieuc. Bonjour, ravie Alors d'être vous là. êtes, merci à vous. Vous êtes co-directrice de la preuve par 7 et de l'école du terrain, des structures dont vous allez nous dire un mot dans quelques minutes, et vous êtes architecte urbaniste de métier. Vous avez étudié l'histoire et la médiation culturelle, puis l'architecture en Italie, ainsi qu'à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Votre participation, même par écran interposé, nous paraissait donc essentielle pour illustrer le thème de cette conférence. Tout d'abord parce que vous êtes sur le terrain depuis des années, au contact des habitants et des usagers, des espaces et des équipements publics, avec un credo qui colle avec notre thème de ce soir, laisser place à l'imprévu et au collectif. Et puis ensuite, parce qu'il y a un projet dont on voulait tout particulièrement que vous nous brossiez le portrait, mais on va en dire plus. Alors tout d'abord, parlez-nous un peu de la preuve par 7 et de l'école du terrain qui existe, je crois, depuis 2018. Alors, oui, donc la preuve par 7, on va dire un programme national qui est soutenu par le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique, puis la Fondation de France qui nous suit depuis des années et qui est portée surtout par une association qui a été créée il y a plus de 25 ans par Patrick Bouchin et Loïc Julienne et l'agence Construire, à l'époque de la première société coopérative d'intérêt collectif de France, qui est la Friche Belle de Mai à Marseille. Et donc, je suis directrice de notre atelier commun aujourd'hui. Et le projet de la preuve par 7 est un programme qui s'est monté à la suite des expérimentations qu'on a menées avec notre atelier commun et qui ont promu et permis de mettre en œuvre et de théoriser ce qu'on appelle la permanence architecturale et la programmation ouverte à travers notamment le projet de Boulogne-sur-Mer et puis l'hôtel Pasteur dont je vais vous parler après, mais qui ont permis de démontrer que, on va dire, le droit d'expérimentation existait et que grâce à ces méthodes, on permettait ce que j'appelle de faire une reterritorialisation de la commande. C'est-à-dire de ne pas partir bille en tête avec un projet prédéfini, mais de se dire, il faut parfois se laisser le temps, surtout à l'heure de la transition écologique, des problématiques de démocratie locale, etc., de reprendre le temps de l'écriture de la commande et d'une écriture plus collective de la commande. Et donc, comme on a fait certains projets qui ont montré leurs preuves, qui ont essaimé, grâce à la permanence architecturale qui a permis justement de faire un pas de côté dans la commande publique et peut-être de trouver des solutions qu'on ne peut pas trouver sur papier directement grâce à des programmistes ou avec des commandes qu'on a l'habitude de faire de façon très uniformisée depuis des années, depuis l'après-guerre sur nos territoires, notamment concernant le logement, concernant l'aménagement du territoire, et de se dire, de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on va dire que l'architecture bâtie dans nos sociétés contemporaines est déjà là. Donc, il va falloir travailler sur sa réversibilité. Le patrimoine bâti est déjà là, et des friches, on en a de plus en plus, puisque le monde économique a changé et nos façons de vivre ont changé. Donc, on se retrouve avec un certain nombre de patrimoines en friche, que ce soit des anciennes gares désaffectées, des anciens hôpitaux, les grands hôtels-dieux de nos métropoles qui se retrouvent bien souvent désaffectés, mais on a aussi voilà, des friches ferroviaires, des friches agricoles qui arrivent de plus en plus. Et donc, il va falloir repenser la domanialité sans perdre pour objectif le fait que quand même, il faut absolument garder nos terres cultivables. Et donc, on a comme ça, avec, je ne parle même pas du recul du trait de côte, du rapatriement des populations dans les terres, du réchauffement, etc. Donc, on va devoir s'adapter avec une grande agilité et donc éviter de penser nos politiques publiques de façon très uniformisée d'en haut vers le bas, puisque ça ne fonctionne plus, et repenser les territoires et la territorialisation de la commande en fonction des singularités territoriales et des forces vives sur les territoires qui sont à l'œuvre et qui pourraient justement aider à la transformation et une meilleure habitabilité de ces territoires-là. Et donc pour ce faire, on pense que il faut redonner le droit d'expérimenter et accompagner les politiques publiques locales, l'expérimentation locale, nos élus, nos opérateurs à transformer et à rediriger leurs pratiques et leurs métiers et la commande grâce aussi à la volonté de la société civile qui demain est une force de proposition puisqu'on se rend compte que la puissance publique avance moins vite que la société civile. L'initiative sociale parfois avance 2 fois plus vite que la puissance publique et si la puissance publique n'arrive pas à accompagner l'émergence de ces envies et les initiatives, alors elle va rester justement à côté. On va avoir un nombre de recours incroyable, puisqu'on a de plus en plus sur les projets d'aménagement. Et on est dans une crise démocratique, voilà, une crise avec une fracture sociale énorme entre tes territoires, et qu'on pense que justement, l'architecture vacante ou le fait de redonner, de faire du projet urbain ou du projet rural, va permettre de refaire société. C'est-à-dire que l'objet de l'architecture, de l'aménagement, de l'urbanisme peut vraiment être un levier pour permettre justement de créer du collectif et de repenser une autre habilité des territoires. Et donc la preuve par 7 avait pour but de dire ces méthodologies,
il y a des maires qui nous ont appelés pour nous dire, moi, je veux mon hôtel Pasteur. Non, il n'y aura pas l'hôtel Pasteur sur ton territoire. On l'a créé à Rennes, dans une métropole en plein centre-ville. Par contre, la méthode, qui est la permanence architecturale et la programmation ouverte pour repenser la commande publique, peuvent être des méthodes qui peuvent être effectivement essaimées sur les territoires. Et donc, l'idée était de se dire, prenons différents types de territoires, travaillons sur le centre-ville métropolitain, travaillons sur des milieux très, très ruraux, un village de 500 habitants, ancien patrimoine désaffecté dans une ville de 5000 habitants, type petite ville de demain, donc sur des territoires comme ça très différents, avec des opérateurs différents, par exemple l'ancienne gare désaffectée de Lunel avec la SNCF Immobilier, etc., etc., en se disant, est-ce que ces patrimoines-là peuvent être donnés au bien commun et peuvent être redonnés à l'intérêt général, au sens où, de toute façon, nos élus sont souvent bloqués avec ce type de patrimoine. Ils n'ont plus les moyens pour porter des commandes publiques, comme on l'a fait depuis les années 80, pour en faire les énièmes équipements culturels, avec des budgets de fonctionnement derrière qu'on n'a plus. Et donc, reprenons le temps de redéfinir la commande, peut-être en se réappropriant ces espaces-là. Et même s'ils sont plus aux normes, donc c'est-à-dire qu'on fait toujours ça avec la grande volonté du politique, parce qu'on croit encore que le politique, à l'échelle de la commune, c'est la bonne échelle pour repenser nos démocraties locales et pour réexpérimenter. Et donc se dire, peut-être remettons en jeu ces patrimoines-là en se disant, et c'est presque pour l'élu, c'est presque remettre en jeu son mandat, mais de façon très positive, c'est-à-dire qu'il a été élu et pendant le mandat, il est en capacité de se dire aussi qu'il y a des projets d'aménagement et des projets urbains qui peuvent être redonnés à l'action sociale et citoyenne. Et donc de se dire, par le fait que l'architecte des territoires va venir en permanence réouvrir ces espaces aux besoins et aux envies de la population, repenser leur programmation et donc redéfinir une commande publique qui peut-être est d'utilité sociale, répond exactement à un besoin précis sur un territoire, avec des personnes qui sont en capacité derrière de faire fonctionner ce besoin. Et donc, c'est une manière de repenser effectivement, alors on peut l'appeler l'urbanisme du Caire, moi je l'appelle aussi urbanisme vivrier ou culturel. Oui. Il y a des grands mouvements qui sont à l'œuvre aujourd'hui, j'appelle ça du lien et du soin, qui vont permettre justement de faire en sorte que ce n'est plus, l'aménagement du territoire n'est plus quelque chose de pensé de façon expertisée, ex nihilo dans des bureaux, mais sur les territoires, sur les terrains même des projets, en connaissance fine à la fois des principes architecturaux de construction de ces bâtiments, mais aussi des besoins et des capacités d'agir des populations. En relation aussi avec ce qu'on appelle un milieu de vie, une géologie avec nos sols, pour permettre aussi de repenser le chantier en fonction des matériaux, des entreprises locales, des artisans et des filières. Parce que l'idée de la commande publique, c'est quand même qu'on va tous payer des impôts pour réparer ces bâtiments-là. Et donc, comment on remet l'argent de la commande publique au service des filières locales, de développement quand on parle de réindustrialisation de la France ou de redirection des entreprises et des métiers, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut se permettre dans la commande publique de se dire que c'est l'occasion de faire école et de se dire qu'on peut transformer les choses si maîtrise d'ouvrage, politique et société civile, on est ensemble à la barre de l'écriture de cette commande pour pouvoir tout de suite se dire que l'argent est bien déployé sur le territoire, serve un territoire et à son développement local. Et de l'autre côté, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du projet qu'on a repéré avec notre équipe à la Guram, celui d'un chantier école qui a fait ses preuves à Rennes, donc on l'a dit tout à l'heure, en cœur de ville, celui de l'hôtel Pasteur. Alors, l'hôtel Pasteur, il a fait suite, donc il dépend d'un programme qu'on a monté avec notre atelier commun toujours, qu'on a appelé l'Université foraine avec Patrick Bouchin. Il fait suite à la permanence architecturale que j'ai menée à Boulogne-sur-Mer pendant 3 ans pour réparer du logement social avec les populations et éviter la démolition. Et il a on va dire, philosophie de dire, enfin, il avait pour parti pris, c'était l'époque où vraiment les maires commençaient vraiment à hériter d'un certain nombre de patrimoines type universitaire, hospitalier, vacant, et n'avaient plus les moyens pour porter une commande publique classique pour en faire l'énième équipement culturel. Et donc, c'est poser la question de que faire de ces patrimoines alors qu'on ne peut pas les détruire, qu'on ne peut plus les vendre, puisque là, c'était l'objet de l'opérateur immobilier qui voulait faire son 4 étoiles et qui a dit au maire Daniel Delaveau de la métropole de Rennes à l'époque, je vous le rachète pour 1 euro symbolique parce qu'il n'y a pas eu assez d'entretien sur ce patrimoine pour que je m'y retrouve et que je fasse une opération blanche. Donc, les maires ne peuvent pas donner ces bâtiments-là, alors que leurs administrés ont des besoins, et donc se retrouvent parfois bloqués avec des bâtiments qui sont prestigieux, mais dont la valeur économique est nulle. Ce qui est quand même fou en plein centre-ville d'une métropole comme Rennes. Et donc, nous, à l'époque, on monte cette université foraine, qui est une école des situations, qui a pour but justement de dire, faisons une école ouverte sur les territoires où il y a ces problématiques urbaines et ces problématiques de vacances. Et peut-être rassemblons des savoirs concrets, des savoirs savants et des savoir-faire pour aider les opérateurs et les maires à trouver d'autres solutions pour porter de nouvelles formes de commandes publiques.
remettons ce qu'on appelle la permanence architecturale en place, donc faisons travailler des architectes sur le territoire même des projets sur le temps long, et réouvrons peut-être ces patrimoines aux besoins et aux envies de la population pour inventer une commande qu'on ne peut pas inventer sur plan par un bureau d'études programmistes tel qu'on le fait depuis des années, mais qu'on pourrait inventer de manière beaucoup plus collective et démocratique, c'est-à-dire qu'on vient transformer vraiment l'action de la concertation qui pour nous ne nous suffit pas et ne porte pas ses fruits, mais on vient dire justement comment on remet, comment on fait démocratie en acte sur le territoire même du projet en ouvrant ces bâtiments alors qu'ils ne sont plus aux normes pour accueillir du public, mais avec la grande délégation de responsabilité du maire, qui est de dire de toute façon ils sont bloqués, je ne peux plus faire autrement, je ne peux pas les laisser comme ça vides alors que mes administrés ont des besoins, il faut absolument qu'on les réouvre et qu'on tente d'autres manières de faire dans la commande. Et donc, le maire de Rennes a été le premier à répondre en disant, moi, je veux cette université foraine sur mon territoire. Et donc, j'ai terminé Boulogne-sur-Mer et je suis arrivée le lendemain presque à Rennes pour comprendre comment fonctionnait cette métropole. Comment fonctionnait ce territoire avant même d'avoir les clés et de signer une convention d'occupation précaire avec les services immobiliers de la ville pour réouvrir cette ancienne faculté des sciences aux besoins et aux envies de la population. J'ai travaillé et j'ai fait ce qu'on appelle une étude de géographie sociale pour comprendre, avant même de réouvrir le lieu, comment les institutions fonctionnaient à Rennes, publiques, de santé, sociale, environnementale, etc. Ce qui ne fonctionnait plus à Rennes, comment les quartiers et les centres-villes se parlaient encore entre eux ou pas, comment fonctionnait aussi la métropole et ce territoire-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Rennes, il y a toujours une question d'urbanisme. Il y a eu il y a eu l'agence d'urbanisme qui a travaillé sur, et Jean-Yves Chapuis à l'époque qui avait travaillé sur la ville archipel. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville qui a toujours densifié sa ville intra-rocade et qui a préservé ses terres agricoles. Et donc, il y a quand même une histoire urbaine qui est très, très intéressante. Et c'était de reposer cette question-là, comment ville et campagne se parlent, comment ce territoire encore agricole et ces terres préservées parlent à cette ville, comment on pourrait travailler sur un périmètre qui pourrait nourrir la ville, etc., etc. Et donc, l'idée était de travailler sur ce bâtiment en plein cœur de ville, mais qui puisse parler à la métropole et aux territoires beaucoup plus périurbains et ruraux de la métropole. Et donc, on a fait cette étude de géographie sociale. Donc, j'ai fait une cartographie d'acteurs. J'étais à la rencontre de ceux qui étaient très proches du bâtiment Pasteur, c'est-à-dire qu'il y avait un hôpital psychiatrique juste derrière, et j'ai été voir les soignants, parce qu'on sait que quand on réouvre ce genre de patrimoine, il est très facile pour la culture et l'art de venir très vite dans ces bâtiments désaffectés et de trouver une façon d'occuper ces bâtiments. Par contre, il est plus compliqué pour des taubibs de soigner différemment, pour des gens qui s'occupent de la santé, du social, de venir dans ces bâtiments désaffectés. Et donc, moi, je sortais de Boulogne-sur-Mer et je savais que j'étais dans l'urgence sociale avec une population en grande précarité sous le seuil de pauvreté à Boulogne, et qu'on a fait ce qu'on pouvait avec l'argent de la démolition pour réparer les maisons. Et je me suis dit qu'en arrivant à Rennes, on s'est dit avec Patrick Bouchin qu'il fallait absolument qu'on prenne le temps de la prévention. Et donc, on était dans des territoires encore structurellement, on va dire, avec de l'argent, de gauche depuis les années 70, donc politiquement stable. Et donc, on pouvait reprendre le temps de la prévention. Et donc, c'est comme ça que j'ai été voir tout ce qui me manquait à Boulogne-sur-Mer, c'est-à-dire le lien aux institutions de santé sociale et comment on pouvait soigner aussi nos institutions de santé. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré un tabib de l'hôpital psychiatrique, il me le disait, Philippe Leferrand, que lui, si on ne soignait plus l'hôpital psychiatrique, on ne pouvait plus soigner la folie, et que les hôpitaux étaient devenus des lieux tellement normés que ce n'étaient plus des lieux du soin, au sens démédicalisé, au sens santé sociale, santé mentale. Et donc peut-être se réaccaparer un patrimoine qui n'a pas été un lieu du soin, qui était une fac des sciences, en plein centre-ville, avec des grandes hauteurs sous plafond, des bâtiments un peu majestueux comme ça pouvait soigner différemment. D'autant plus si ce n'était pas connoté bâtiment santé publique, mais bâtiment ouvert à la culture, au lien social, aux associations, aux institutions, et justement permettre la rencontre qu'on n'y a plus dans nos institutions publiques classiques traditionnelles, qui sont dotées de règlements et de cahiers des charges et de cadres très, très normés, et où le croisement des publics pour faire société n'existe plus trop finalement. Et on parle d'un grand bâtiment, hein, c'est 6000 mètres carrés en Voilà. tout, je crois, c'est ça? Ouais. 6000 mètres carrés. Et puis on parle d'une histoire, on n'a pas raconté cette histoire sans histoire aussi, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un centre hospitalier universitaire dentaire au rez-de-chaussée qui soignait 42 000 personnes par an, qui sont à la CMU, qui sont justement, ce qui est intéressant dans les centres hospitaliers universitaires dentaires, c'est que c'est des étudiants qui soignent les populations, donc pour moins cher. Et donc on savait qu'un certain nombre de métropolitains venaient se faire soigner les dents en plein cœur de ville. Donc c'était un espace qui était identifié par des gens de la métropole d'un peu partout. Donc on n'a pas pris n'importe quel espace, parce qu'il y avait plusieurs friches. On a pris celui-là parce qu'il était identifié, que c'était encore le lieu du soin et de l'hospitalité dans les cœurs de ville, qui bien souvent quand même, on sait que tous les services sont désertés, sont allés dans les campus, et qu'on a quand même les mêmes enseignes commerçantes dans les centres-villes, mais plus vraiment de lien au service public et d'aide à la personne. Donc on a pris ce bâtiment en disant, on va filer la métaphore de ce service hospitalier et se dire comment ça pourrait être toujours le lieu de l'hospitalité, peut-être de façon démédicalisée. Mais comment ces bâtiments vides peuvent être la pièce en plus dans une métropole qui répondent à des besoins que les métropoles n'arrivent plus à assouvir.
parce que trop normé, parce que trop de cadres, parce que louer des mètres carrés pour une jeune association en centre-ville pour tester son activité, elle peut pas, elle peut plus, ça coûte trop cher, parce que nos institutions sont tellement normées que bien souvent, quand on veut rénover la façon de faire, par exemple, comme c'était les populations qui avaient redonné une valeur d'usage par leurs actions, il fallait que ce soit les populations qui gèrent demain ce bâtiment-là. Et donc, Avec on une a travaillé délégation tout de de suite, confiance des élus, donc. voilà, sur un nouveau modèle économique et une nouvelle manière de gérer en créant une association collégiale avec voilà, une diversité culturelle. Et donc, on a écrit un programme à partir des usages en se disant qu'il fallait absolument que ce lieu-là, qui a été ouvert pendant 5 ans, reste ouvert le temps du chantier Ah oui, et oui. que les personnes qui sont arrivées dans ce bâtiment-là puissent participer aussi au chantier. Se dire que, pareil, la commande publique et l'argent de la commande publique doit être donné aux écoles, aux chantiers d'application, aux chantiers écoles, aux chantiers d'insertion. Et donc, se dire, on va monter des chantiers expérimentaux, c'est-à-dire qu'on va sortir des lots de la commande publique traditionnelle et de la maîtrise d'œuvre traditionnelle qu'on va donner à des jeunes qui sont sortis de l'école pour qu'ils aient accès, après leur diplôme, à un premier chantier. Donc, on a fait un partenariat avec l'école d'architecture, avec l'école des beaux-arts, mais aussi Très avec bonne idée. l'AFPA et le Greta, qui sont les organismes de formation dédiés au bâtiment. Et donc, on a fait aussi un grand chantier école pour des populations de grande fragilité, précarité et migrantes avec les compagnons bâtisseurs pour réparer toutes les paillasses issues de la faculté des sciences du bâtiment, qui a duré 1 an, où là, on a vraiment fait un vrai travail de fond avec l'hôpital psychiatrique, avec les missions locales, avec les compagnons bâtisseurs et avec nous pour se dire que le chantier, c'était le support pour réinsérer les corps quelque part et que reprendre soin d'un bâtiment pouvait permettre de reprendre soin des populations. Mais en même temps, on s'est dit que le chantier, voilà, c'était l'alibi et le levier et que derrière, il y avait tout un truc, il y avait des cours de français pour les demandeurs d'asile, on a fait effectivement des thérapies pour les personnes qui avaient traversé dans leur vie tout un voyage migratoire très complexe et très perturbant. Et donc, elles étaient accompagnées dans le cadre du chantier par l'hôpital psychiatrique et l'équipe mobile précarité psychiatrie, etc., etc. Ouais. Vous utilisez la formule du poète surréaliste André Breton, construire et se reconstruire au vent de l'éventuel. C'est une belle Mhm. formule. Ok, donc si je résume un peu tout ça, on est maintenant face à un espace donc avant-gardiste où tout se mélange. Il y a une école maternelle aussi, je crois. Oui, alors la maire de Rennes a décidé justement pour faire voter ce projet, c'était quand même très stratégique, et de rallier tout le conseil municipal sur ce projet, de se dire comme le centre de soins dentaires devait partir sur le site de Pontchaillou, rejoindre le grand CHU, elle a décidé d'y mettre une école maternelle puisqu'il y avait un besoin absolu dans le centre-ville et des écoles maternelles inextensibles à l'endroit où elles étaient, d'intégrer une école maternelle de 6 classes qui marchait très bien sur ce patrimoine qui était une ancienne faculté des sciences construite entre 2 cours. Et de continuer de travailler sur ce tiers-lieu, l'Hôtel Pasteur, redonné à la société civile avec une association collégiale et toujours en mouvement capable de répondre à l'immédiateté du besoin issu de la société civile. Et à côté de ça, elle a décidé d'implanter aussi un tiers-lieu éducatif géré en régie municipale qui s'appelle l'EduLab dans 300 mètres carrés du grand tiers-lieu de l'Hôtel Pasteur pour que justement les régies municipales et associations collégiales qui gèrent des nouveaux équipements publics puissent se connecter et pour que ça s'alimente. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement l'Hôtel Pasteur, c'est l'éducation pour le plus jeune âge, donc l'éducation nationale, l'école maternelle et le tiers-lieu, on va dire l'éducation, l'école buissonnière dans les étages. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a les deux qui se connectent. C'est-à-dire que les enseignantes et les ATSEM font monter les petits dans les étages pour travailler avec ceux qui sont en résidence ou qui travaillent en haut, utilisent la cuisine collective. Et puis j'imagine que les enfants de l'école maternelle font aussi parfois cours dehors dans la super cour qui a été aménagée, Exactement. qui continue à être adaptive, enfin qui s'adapte et qui évolue. Mm. Voilà, il y a aussi des salles d'expo, ateliers partagés, donc en fait, finalement rien n'est figé, l'intérêt, étant de s'adapter aux besoins immédiats, des citoyens et de se réinterroger, sans arrêt, c'est sans fin. Donc aujourd'hui, l'association, l'Hôtel Pasteur gère, en pleine responsabilité le fonctionnement du tiers-lieu. Exactement, OK. avec un modèle économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur une partie, et donc ça c'est grâce à feu Bernard Stiegler. On a travaillé avec l'IRI et les étudiants de l'IRI qu'il a monté au Centre Georges Pompidou, et sur la question de l'économie contributive, l'économie de la contribution. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu pendant 5 ans, moi que j'ouvrais les lieux, avant qu'on ait les travaux, que ce bâtiment, donc pour le prix d'une étude de FESA, était géré en pleine responsabilité déjà par des citoyens à côté de la permanence architecturale et qu'on n'a jamais fait appel à des hommes et des femmes de ménage, qu'on a toujours travaillé sur la contribution. Quand j'étais pas là le week-end, je redonnais les clés et c'était la société civile qui ouvrait à la population. Et on a continué de travailler là-dessus en se disant que c'est de l'argent qui n'est pas monétaire, mais c'est quand même du temps donné dans ce bâtiment pour gérer différemment les équipements publics. Et donc, on a essayé de le chiffrer dans les charges et les produits du modèle économique de fonctionnement de cette association et de ce tiers-lieu. Et donc, on a à peu près 100 000 euros qu'on a chiffrés sur le SMIC horaire qui sont donnés
non monétaires, mais qui sont donnés en contribution par la population et qui permettent ce rapport de force positive avec la ville, qui est de dire on vous demande 200 000, mais parce que nous-mêmes on met 100 000, on vient gratuitement dans ce lieu-là, on répond à un cadre de réciprocité, et soit on sait faire du mobilier, donc on construit du mobilier pour le lieu parce qu'on a besoin, on n'a jamais acheté un mobilier, hein. Soit on vient ouvrir le week-end, on fait le ménage tous ensemble, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un livre qui vient de sortir grâce à qui s'appelle Faire tiers-lieu dans un site patrimonial, où l'hôtel Pasteur est cité en exemple parmi 4 autres lieux, avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, France Tiers-Lieu, l'école de Chaillot et la NCT, et qui vient justement documenter un peu plus précisément cette manière de faire, parce qu'on a réussi, donc depuis Pasteur, avec la preuve par 7, on a fait la même chose sur le collège jésuite de Billon, qui est en cours, grâce à la permanence architecturale de Rural Combo dans un village de 5000 habitants, donc pas du tout la même chose, hein, mais ça fonctionne de la même manière, pour des gens qui font autre chose dans ce lieu-là, et sur un patrimoine qui est classé. Donc il y a une négociation avec la DRAC qui est très intéressante, et les architectes du patrimoine, pour que la société civile puisse s'emparer de ce bâtiment qui est classé, puissent faire des menus travaux en se disant qu'ils peuvent petit à petit, sans déposer de permis, en se disant qu'on n'a pas 50 millions d'euros tout de suite pour réparer ces bâtiments, mais qu'ils peuvent vivre au gré des besoins de la société civile en faisant ce qu'on appelle un permis de restaurer, issu du mandat patrimoine qu'avait inventé le collectif ZERM sur l'ancien couvent des Clarisses à Roubaix. Donc on se connecte entre tous ces lieux-là et ces projets qui est documenté dans l'école du terrain. Pas peur de se transmettre les choses et de se donner des cadres et de ne pas garder les choses pour nous. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de s'entraider et de dire s'il y a d'autres territoires qui recèlent de ce genre de patrimoine et qui ont envie de mettre en place ce genre de méthodologie, on va s'entraider et on crée des laboratoires de connexion. Et c'est ce que permet l'école du terrain. C'est pour ça que je dis qu'il est physique aussi, ce centre de ressources, où on a fait des laboratoires de partage entre lieux, entre élus, entre techniciens aussi, pour se donner voilà, des cartes. Eh ben, on finit sur une belle note positive. Je suis plutôt d'accord avec vous. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, ça aura, à mon avis, inspiré plus d'une personne dans la salle. Merci à vous. Merci, Sophie. Extrêmement intéressant. Ça montre, entre guillemets, que c'est possible, qu'on peut y arriver. Je retiens le terme de mélange. Nous, quand on fait de l'aménagement, on parle de mixité fonctionnelle. Je trouve que le terme de mélange fonctionnel marche mieux. C'est quelque chose qui est plus inclusif, c'est hyper intéressant. Et puis ça met un peu en perspective que ce dont on parle ce soir, c'est pas juste de la théorie, c'est possible, ça marche. On va le voir après autour de la table ronde, c'est pas non plus une exclusivité, comme on a pu le voir ici à Rennes ou à Lyon, des grandes métropoles. Il y a des projets effectivement qui se réalisent de la même manière dans des territoires ruraux. Et puis, ça met en exergue quelque chose d'extrêmement intéressant. Sophie Ricard en a parlé, c'est aussi l'acceptabilité sociale d'un projet. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer effectivement de faire les choses, on ne peut plus, d'ailleurs c'est pas plus, de faire les choses sans le citoyen. Le citoyen doit être à l'origine effectivement de la chose. La participation citoyenne est extrêmement intéressante. Et l'acceptabilité sociale est essentielle et primordiale. Alors, encore une fois, sans doute que ça bouscule nos habitudes, nous, urbanistes, les élus peut-être aussi. C'est jamais facile de faire rentrer le citoyen dans une mairie et de discuter avec lui. Ça bouscule plein de choses. Mais c'est, pour moi, véritablement essentiel à l'aune de tout ce qu'on s'est dit à l'instant.